Miaraba indray tompoko vavy sy tompoko lahy ary misaotra anao mandray anay any an-tokantrano any atao anatin'ny fandaharana Salangalanga. Maefa Rakoto Malala no miaraka amiko androany atao anatin'ny fandaharana. Miaraba anao Maefa. Miaraba anao aloha baravary. Hialatsiny aminao indray izahay androany fa angataka hiteny amin'ny teny frantsay Andriamatoa Juvent Saramasy mpampianatra mpikaroka amin'ny siansa momba ny hay politika no vahintsika eto androany. Malagasy ihany izy saingy lehibe tany ampitan-dranomasina ka ny teny frantsay no manavanana azy kokoa rehefa miresaka tahaka izao ka izay no angatahako aminao hoe hiteny frantsay indray isika androany. Monsieur Juvent Saramasy, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Bon, je vais peut-être vous présenter un peu. Vous êtes un nouveau visage pour ceux qui suivent l'actualité. Vous avez quitté Madagascar à l'âge de 6 ans, puis vous avez grandi aux États-Unis, à Maurice, et vous avez fait vos études universitaires en France, où vous avez soutenu une thèse de sciences politiques. Vous êtes revenu à Madagascar en fin 2010, et en 2011, vous avez intégré l'université de Toamasn en tant qu'enseignant-chercheur en sciences politiques. Donc, vu votre qualité d'enseignant-chercheur en sciences politiques, nous aimerions aborder avec vous une analyse de l'actualité, faire un peu le point sur les derniers événements politiques. Ma première question serait que, bon, aujourd'hui, il est question de la nomination du Premier ministre, c'est ça qui domine l'actualité. Est-ce que pour vous, en tant qu'observateur donc aussi de la vie politique, est-ce que pour vous il est normal qu'un mois, plus d'un mois après la prestation de serment du président de la République et puis près d'un mois après la proclamation officielle des résultats des élections législatives, on n'ait toujours pas de Premier ministre à Madagascar? Bonsoir et merci de m'avoir invité. Dans votre question, effectivement, est-ce qu'il est normal, plus d'un mois donc après l'élection du président, la mise en place de l'Assemblée législative, on n'est toujours pas de Premier ministre? Le problème, on voit avec la composition de l'Assemblée nationale, elle est très hétéroclite. Bon, pourtant, l'article de la Constitution qui indique le mode de désignation et de nomination du Premier ministre est assez simple à la lecture, mais on voit bien que son application est compliquée. Donc on a face à nous donc, un président de la République qui n'a pas de député, donc il n'a aucun député au sein de l'Assemblée nationale, donc ce qui lui ôte une certaine mainmise sur des députés. Donc on a face à lui donc, un parti qui se dit majoritaire, donc le MAPAR, donc le parti de l'ancien président de la transition, donc il revendique donc, ce droit de pouvoir nommer le Premier ministre. Donc il a formé une coalition, comme nous le savons, donc, avec le GPS. Et face à cela, donc, on a la plateforme pour la majorité présidentielle. Mais on est face, quelque part, à quelque chose d'assez inédit et complexe. On a une majorité présidentielle face à un autre groupe parlementaire qui a soutenu le président pour sa victoire. Donc, on arrive quelque part à cette situation de blocage où donc, les deux partis ont présenté un candidat, mais le président n'a jusqu'à l'heure actuelle pas tranché. D'autant plus que la Haute Cour constitutionnelle a émis un avis donc, en février, le 17 février 2014, en indiquant que le parti qui devrait présenter le Premier ministre est celui qui a obtenu le plus de sièges et celui qui a été constitué donc, avant l'Assemblée législative. Mais ce n'est qu'un avis. Donc maintenant, il reviendrait donc au président plutôt de choisir le Premier ministre. Et bon, donc comme on a ces deux groupes qui s'affrontent, pour l'instant, donc on est toujours dans cet état de blocage. Mais au-delà de l'existence de ces deux groupes et de cette situation politique, comme vous avez dit, un peu complexe, un peu compliquée, est-ce que la principale difficulté ne tient pas aussi au fait que la Constitution est assez floue, justement, par rapport, par exemple, à la notion de majorité, par rapport à la notion de groupe, de parti, tout ça? Est-ce que ça ne tient pas aussi au fait que, disons que la Constitution a été peut-être mal rédigée? Effectivement, je vous rejoins, la Constitution est un peu vague, donc il y a un certain nombre de flous.
La Haute Cour constitutionnelle a été saisie pour émettre son avis. Malheureusement, donc, son avis est également pas suffisamment clair, donc, ce qui fait qu'on est toujours dans cette situation où on ne sait pas exactement qui détient la majorité. Donc si on lit entre les lignes, donc la majorité serait relative. Mais la logique voudrait que ce soit une majorité absolue pour que le gouvernement qui en sorte, le Premier ministre qui soit nommé, puisse avoir une stabilité pour pouvoir gouverner. Donc une stabilité au sein de l'Assemblée nationale, pour ne pas être donc victime d'une motion de censure de la part de l'Assemblée nationale. Donc c'est là effectivement, donc, quand on voit le texte constitutionnel, donc cette loi fondamentale, il y a un certain nombre de flous à l'intérieur de ce texte. Donc comme je le disais tout à l'heure, donc il revient effectivement donc, à la Haute Cour constitutionnelle de pouvoir se prononcer de manière donc, bien précise pour qu'on puisse avancer dans le cadre de cette nomination. Oui, mais quand la Haute Cour constitutionnelle déjà a dit que c'est donc le parti ou le groupe de partis constitué avant les élections et qui a obtenu le plus grand nombre de sièges, qui ne soit pas forcément la majorité absolue. Vous avez parlé quand même d'un avis qui n'est pas tout à fait clair. Est-ce que vous pensez que c'était voulu pour que ça reste encore un peu flou comme ça, la situation, ou c'était plus un avis, disons, partisan? Parce que comme vous avez dit, une majorité relative, ça ne va pas pouvoir générer un gouvernement stable. Oui, effectivement, on pourrait dire que c'est partisan, j'irais même dans ce sens. Bon, quand on voit la HCC qui a rendu cette décision donc, avant donc, le changement donc, des 3 nouveaux membres, donc cette HCC a rendu un certain nombre de décisions qui allaient en faveur du précédent régime. Et il est vrai qu'on ne pouvait pas s'étonner que cette décision allait dans le sens donc, du MAPAR, donc, qui est composé donc, de partisans de l'ancien président. Donc voilà, à mon avis, il aurait été plus simple pour le président de la République, donc le président élu, de saisir donc, la Haute Cour constitutionnelle pour que cette dernière puisse émettre donc, un avis, donc puisse interpréter l'article 54. Donc on n'aurait été pas dans cette situation où là, effectivement, derrière l'avis qui a été émis, on peut voir un certain avis qui est une certaine, comment dire, cela va dans le sens d'un parti. Pourtant, bon, vu la création de ce parti, comment est-ce qu'il a été fait, on se pose effectivement la question de savoir est-ce un parti politique? On a cette question de groupe de partis politiques. C'est donc un concept qui est assez flou à mon sens. Mais la décision de la HCC, est-ce que c'était flou ou c'était contesté par rapport à... Je veux dire, est-ce que c'est pas parce que l'opinion en général n'était pas d'accord par rapport à l'avis qu'il y a eu le flou qui s'en est suivi après? Est-ce que vous pensez que ce n'était pas plutôt une contestation qu'une question de flou? Est-ce que vous pouvez expliquer quelles sont exactement les zones d'ombre dans cet avis? Parce que il me semble quand même que c'était assez clair que c'était le groupe majoritaire qu'ils ont désigné comme étant celui qui va désigner le Premier ministre. Oui, effectivement, si on lit donc, cet avis, donc, dans sa décision, donc, son article 1er et son article 2, donc il est indiqué que c'est le parti ou le groupe de partis qui a obtenu le plus de sièges et qui a été constitué avant l'élection qui va donc proposer le Premier ministre. Donc là-dessus, effectivement, c'est clair. C'est clair si on s'applique vraiment à cette décision, donc le parti majoritaire donc, qui est constitué par le MAPAR. Donc il reviendrait donc effectivement à ce parti de nommer, de proposer plutôt le Premier ministre et par la suite le président. Donc il n'est pas soumis à une obligation de nommer ce dernier, donc ce qui fait qu'on est dans cette situation où il a refusé le candidat présenté par cette entité. Donc il était indiqué également qu'il doit nommer formellement donc, cette personne au poste de Premier ministre, mais on le voit à l'heure actuelle qu'il n'a pas été indiqué quelles seraient les conséquences s'il refuse cette nomination et combien de fois est-ce qu'on peut présenter de personnes pour le poste de Premier ministre. Donc il y a un avis qui a été émis, un communiqué de la présidence, il me semble donc c'était le 26 février qu'il devait présenter au plus tard une liste de personnalités. Donc il y a eu du côté donc, du MAPAR et du PS et du PMP qui ont présenté chacun un candidat. Mais est-ce que dans ce genre de situation, est-ce qu'il n'y a pas, comme dans tous les systèmes républicains,
des clauses non écrites, non dites, mais qui s'inscrivent dans la pratique politique logique. Comme par exemple, en France, quand il y a le président est élu, automatiquement le Premier ministre démissionne. Est-ce que, je veux dire, des règles non écrites comme ça, qui s'inscrivent dans la logique, est-ce que ça ne peut pas exister à Madagascar Non, c'est vrai que ces règles non écrites existent. Bon, si on parle du gouvernement actuel, donc bien entendu, il a présenté sa démission, mais il a été reconduit pour effectivement continuer à gérer les affaires courantes. Maintenant, ce qui est du Premier ministre, le problème dans lequel on se situe, c'est que malheureusement à Madagascar, le président actuel n'a pas de député. Si on voit le système semi-parlementaire qui a été mis en place par la Constitution, ce dernier, donc, il n'a pas de député au sein de l'Assemblée nationale, donc il ne dispose pas effectivement d'une vraie majorité. Si on regarde la plateforme pour la majorité présidentielle, elle est composée de différentes entités, de différents partis politiques. Donc c'est assez... c'est quelque chose de mouvant. Ouais. Quelque chose de mouvant. Est-ce qui garantit qu'il pourra effectivement s'appuyer sur cette dernière? On voit chacun défend bien sûr ses intérêts pour indiquer que si le Premier ministre est issu de tel ou tel parti, donc tel parti politique ne voudra pas participer au gouvernement. Vous êtes chercheur, est-ce que c'est une exception malgache, comme ça, où il y a un président qui n'a pas de député, qui est seul dans son pouvoir, ou est-ce qu'il y a d'autres pays où ça a déjà eu lieu? Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est vraiment une exception malgache? Non, je ne pense pas que ce soit une exception. Bon, comme on le voit dans un certain nombre de pays, notamment du continent africain, donc tout le monde va être avec le président. On le voit à l'heure actuelle, on n'a pas d'opposition, ce qui est c'est une bizarrerie, étant donné que la Constitution prévoit un poste de chef de l'opposition. Mais là, on a donc tout le monde, le MAPAR et aussi bien la PMP, qui veulent être avec le président. Donc il y a en sciences politiques ou alors un proverbe congolais qui dit que le pouvoir se mange en entier. Donc c'est the winner takes it all. Donc on a l'ensemble des partis, des députés, ils sont tous avec cette majorité, on veut tous être avec le président parce que c'est là qui est le pouvoir, entre guillemets, et les postes. Donc finalement, ce n'est pas un handicap pour le président de ne pas disposer de députés à l'Assemblée, finalement. Ce n'est pas un handicap. Du moment qu'il est élu, il peut faire ce qu'il veut. Parce qu'après, tous les députés vont le soutenir, façon, comme c'est pratiquement. Il va phagocyter tous les partis. Oui, bon, pour l'instant, oui, on pourrait le voir comme ça. Si on voit la Constitution de 1992, le pouvoir, lorsque le président Albert Zaf était au pouvoir, ça a été assez difficile pour ce dernier de gouverner. Donc il y a eu plusieurs premiers ministres, plusieurs gouvernements. Donc là, il y a une chose qui était assez louable, je trouve, l'article 72, qui interdit donc aux députés de changer de groupe parlementaire, bon, une fois qu'ils ont adhéré au groupe parlementaire. Or, à l'heure actuelle, pour l'instant, on ne connaît pas le nombre de députés minimum pour appartenir à un groupe parlementaire. Donc là, on empêche cette transhumance des députés d'un groupe à un autre. Mais à l'heure actuelle, on manque un peu de visibilité pour savoir si le président, si sa majorité, comme je le disais tout à l'heure, est assez fiable et qui lui permette effectivement de pouvoir exercer en toute sénérité et en stabilité. Vous disiez tout à l'heure qu'il n'y a pas de disposition qui sanctionnerait le fait que le président tarde à nommer le Premier ministre. Est-ce que ça ne pourrait pas plutôt être perçu comme étant un manquement à ses devoirs? Et je pense que le manquement à ses devoirs, c'est l'une des raisons de la déchéance qui est prévue dans une disposition constitutionnelle. Est-ce que ça ne peut pas être considéré comme un manquement à ses devoirs? Le fait de ne pas désigner le Premier ministre, ça fait quand même plus d'un mois qu'il est là. Oui, si on pourrait, dans le cadre de la déchéance, donc il y a une violation répétée de la Constitution. Si cela est constaté, donc il faut saisir bien sûr la Haute Cour constitutionnelle. Donc pour ce faire, il faut effectivement que des chefs d'institution puissent la saisir, puis il faut que cela soit constaté par cette dernière. Donc maintenant, effectivement, il a refusé une fois. On verra par la suite comment cela se passera dans les jours qui viennent. Et effectivement, dans l'actualité, on parle de procédure d'empêchement, mais cela n'est pas possible. Donc effectivement, cette procédure d'empêchement serait exclue dans ce cas. Oui, mais pardon,
Enfin, nous parlions aussi de la déchéance et vous avez parlé de la saisine de la Haute Cour constitutionnelle. Est-ce que ça pourrait être l'une des raisons pour lesquelles le président a décidé carrément de constater la fin de mandat des membres de la Haute Cour constitutionnelle et puis de désigner au moins les 3 membres de la HCC sur son quota pour justement avoir un peu plus de marge de manœuvre et ne pas être inquiété. Empêcher de nuire. Oui. Voilà. Oui, on pourrait le voir comme ça si on regarde comment la Haute Cour constitutionnelle a agi durant ces 5 dernières années. Mais bon, cela relève tout à fait des pouvoirs normaux du président de la République de pouvoir procéder donc au remplacement donc, de ces membres de cette institution, étant donné que leur mandat est arrivé à échéance depuis 2002. Donc pas depuis 2002, depuis le début de la transition. Donc ce qui fait, depuis 2009, leur mandat est arrivé à expiration, donc ils ont continué à exercer durant toute cette période. Donc maintenant, est-ce qu'on peut saisir effectivement la HCC la Haute Cour constitutionnelle, donc, est composée, on le sait, de 9 membres, 3 désignés par le président de la République, 2 par l'Assemblée nationale, 2 par le Conseil supérieur de la magistrature, et enfin 2 par le Sénat. Donc je pense qu'il faudrait qu'on procède au changement de ces différents membres pour qu'ensuite on puisse donc saisir cette dernière. Donc on apprend que le CSM va se réunir en session extraordinaire afin de nommer donc ces deux membres. Mais dans ce cas, est-ce qu'on doit attendre que le ministre de la Justice ou le garde des Sceaux soit nommé, donc que le gouvernement également soit nommé? On est quelque part, effectivement, on peut se dire qu'on est bloqué. Donc l'Assemblée nationale devra par la suite nommer également ces 2 membres. Donc elle doit se réunir soit lors de la session spéciale en mai, à moins qu'une session extraordinaire soit également convoquée. Concernant le Sénat, donc le Sénat il ne sera pas mis en place avant peut-être 1 an, mais la HCC peut fonctionner avec 6 membres minimum, comme indique la loi organique qui prévoit l'organisation et le fonctionnement de cette institution. Donc la paralyser, mais non, ça peut être effectivement à double tranchant, mais bon, on comprend effectivement pourquoi il est voulu changer, c'est la fin du mandat, et aussi bon, par les différentes décisions que cette Cour a prises au cours de ces derniers temps. Oui, mais est-ce qu'après la prochaine Cour qui va être mise en place, ou alors les autres membres, est-ce qu'ils ne seront pas eux aussi perçus comme étant, je mettrai entre guillemets, partisans du président qui les a nommés, du moins les 3 qui sont là maintenant? Est-ce qu'après, cette suspicion ne va pas être présente? Oui, elle pourrait être effectivement présente, mais je pense qu'il faut, pour ces personnes, donc, qu'on ne soit pas redevable envers la personne qui nous a nommés. Donc on est nommé à un poste en fonction de nos qualités et nos compétences respectives, et donc ils doivent prendre leurs décisions conformément donc, au droit et à la Constitution. Donc j'ose espérer, et je pense que bon, la future Cour reprendra les décisions dans ce sens. Oui, mais ça veut dire que les magistrats, enfin ceux qui siègent, les juges qui siègent dans la HCC, est-ce que pourquoi il y a toujours cette suspicion qui pèse? Est-ce que c'est vraiment il n'y a pas moyen de cadrer ça, d'encadrer ça pour qu'on ait vraiment confiance à la HCC? Parce que si tel que se présentent les choses, on n'aura jamais confiance à la HCC, même plus tard. Oui, donc c'est pour ça que je pense, bon, non seulement donc leur mandat est arrivé, donc je me répète, à expiration, mais donc voilà, on va les changer parce que cette Cour a rendu des décisions qui étaient beaucoup trop partisanes durant ces 5 dernières années. Donc à présent, maintenant c'est le sens professionnel et l'éthique de ces personnes. Donc je pense que bon voilà, on ne veut pas. Il faut réhabiliter effectivement la HCC, donc restaurer la confiance en cette institution et dans l'ensemble des institutions. Donc ça participe dans cet esprit le fait d'avoir changé les membres, et nous verrons par la suite les futures décisions qui seront prises par ces dernières. Donc vous pensez que c'est une bonne chose que le président ait décidé de... Il est dans son bon droit. 100% droit, donc c'est une bonne chose. Oui, voilà, c'est une bonne chose.
Moi, je voudrais revenir au système semi-parlementaire qui est actuellement en vigueur à Madagascar. Est-ce que vous pensez que ce système qui a été mis en place par la Constitution actuelle, où le président de la République tire sa légitimité du suffrage universel direct et où le Premier ministre tire aussi sa légitimité, disons, peut-être pas forcément du suffrage universel direct, mais quand même des représentants qui ont été élus au suffrage universel direct. Est-ce que ce système qu'on a, disons, essayé déjà au début des années 90, est-ce que vous pensez que ce système, il est viable à Madagascar? Compte tenu de la situation politique, compte tenu des pratiques politiques? Oui, on peut le voir à l'heure actuelle. Donc, on est dans cette situation de blocage. On n'arrive pas de nommer de Premier ministre. Dans la Troisième République, donc dans sa première version, on a eu cette instabilité gouvernementale. Donc maintenant, il faut bien effectivement voir la pratique politique. On a beau avoir le meilleur texte, la meilleure constitution, effectivement, c'est la partie politique qui va faire en sorte que le régime puisse fonctionner. À présent, donc, on a un président qui est élu, comme vous le dites, donc, au suffrage universel direct, et on a un Premier ministre qui est choisi par le groupe de partis majoritaire à l'Assemblée nationale. Le problème étant à Madagascar, c'est qu'on a bien souvent des présidents de la République qui n'ont pas de parti. Donc ils arrivent, une fois arrivés au pouvoir, ils vont créer leur parti politique. Donc le parti politique suit bien souvent l'élection. Donc on le voit à l'heure actuelle, sauf que l'élection a lieu en même temps. Et l'erreur, à mon avis, du président, même si c'était donc M. Robinson qui aurait été président, serait dans la même situation. Aucun des deux n'a réellement surtout le président actuel, n'a pas de député, donc ce qui explique cette situation de blocage. Voilà, on a une légitimité électorale d'un côté pour le président, une légitimité politique quelque part pour le Premier ministre, et le problème est que le président n'a pas une totale emprise sur ce dernier, sachant qu'il n'est pas issu de ses rangs. Donc si on regarde le système français où on a eu des périodes de cohabitation, donc cela a fonctionné. Je pense que Madagascar, pourquoi une période de cohabitation ne serait pas possible? Il faut qu'on arrive donc à une certaine maturité politique et des pratiques politiques pour que le système puisse fonctionner. Est-ce que ça n'aurait pas été pire pour un président? Par exemple, imaginons que M. Robinson a été élu. Après, il n'a obtenu qu'une poignée de sièges à l'Assemblée. Est-ce que ça n'aurait pas été encore pire pour lui? Parce que ça montre qu'il est lui-même, qui a été soutenu par les partis, n'a pas vraiment de force politique en exerçant le pouvoir. Oui, bon, il avait quelques candidats aux législatives, mais pas dans un nombre, pas présent dans l'ensemble du territoire. Donc moi je pense que quand on veut être président de la République, et on sait qu'il y a eu des élections jumelées, sachant l'importance des législatives, vu qu'ils allaient présenter le Premier ministre, il fallait présenter des candidats dans l'ensemble du territoire, sur l'ensemble du territoire. Si on prend donc l'exemple allemand, où on a vu donc la chancelière, donc elle a été élue et elle a établi des coalitions pour pouvoir donc avoir un gouvernement suffisamment stable. Mais le leader du parti majoritaire est effectivement donc le chancelier, ou si on prend le cas de pays comme l'île Maurice, il est le Premier ministre. On a des présidents qui ont juste un rôle, si on veut dire, de coupeur de ruban. Et ce qui fait que, bon, voilà, on n'a pas deux têtes de l'exécutif qui mettre en œuvre des actions. Ce qui fait qu'on peut être, dans le cas de Madagascar, confronté à des problèmes d'exercice du pouvoir. Donc, automatiquement, le Premier ministre va être le vrai chef de l'exécutif dans la pratique, vous pensez? C'est le président de la République qui détermine la politique générale et le Premier ministre donc, la met en œuvre. Donc le supérieur hiérarchique du Premier ministre est le président. Donc le président dispose d'une autorité sur ce dernier. Donc pour qu'on ait cette stabilité, il faudrait bon, bien sûr qu'il y ait cette entente entre les deux et puis qu'ils regardent dans la même direction. Oui, mais s'ils ne regardent pas forcément, parce qu'ils ne peuvent pas forcément regarder dans la même direction, justement. Et est-ce que ça aussi, est-ce que ça pourrait être viable à Madagascar? Oui, je pense que c'est tout à fait viable. Donc maintenant, il reviendra donc dans la mise en place du gouvernement où, donc sur proposition du Premier ministre, le président de la République va
Donc choisir, ils vont former le gouvernement. Donc le président aura toujours son mot à dire donc, sur la composition du gouvernement. Donc je pense dans l'état actuel, les négociations se font pour que un certain nombre de postes ministériels donc, importants, régaliens, où le président de la République donc, pourra choisir donc, les personnes qui vont occuper ce poste. Vous pensez que ça va être plus facile par rapport au choix du Premier ministre de nommer les gouvernements? Est-ce que ça va pas, les membres du gouvernement, ça ne va pas être encore plus difficile après le Premier ministre? Bon, les personnes qui se présentent au poste de Premier ministre, je pense qu'il faut être préparé, donc il faut déjà avoir son équipe gouvernementale. Donc je ne dis pas que ce sera simple, mais voilà, on ne se lève pas le matin et on est nommé Premier ministre. Je pense qu'on est préparé à la tâche. Tout comme quand on décide d'être président de la République, il faut donc être prêt, avoir une équipe derrière nous et pouvoir donc gouverner et mettre en œuvre son programme. Oui, mais ce n'était pas apparemment le cas avec nos candidats au deuxième tour, parce que bon, ils étaient candidats, ils n'avaient même pas de... Ils étaient juste soutenus par des... Ben, je prends le cas, par exemple, de l'actuel président. Il était soutenu par un groupe de partis avec lequel il ne s'entendait pas tout à fait forcément. Et bon, c'est prouvé aujourd'hui qu'il y a un conflit entre les deux, exactement pour l'autre candidat. Donc, eux non plus, ils se sont pas... Est-ce que vous diriez qu'eux non plus, ils ne se sont pas tout à fait préparés Oui, si on regarde les premières actions du président, je pense que l'équipe n'a pas été préparée. Et cela peut expliquer également que nous sommes dans cette situation actuelle. On met un certain nombre de temps pour nommer des personnes et des postes. Bon, là, on a vu que des postes comme le SGP, le secrétaire général de la présidence, donc hier, on a nommé le secrétaire général du gouvernement, ont été mis en place. Donc pour l'instant, c'est une équipe auprès de la présidence, comme il n'y a pas de gouvernement, qui est en train de gérer l'État. Donc il y a quelque part, on peut se dire qu'il y a un certain amateurisme et une préparation qui n'a pas été adéquate et à la hauteur donc, de l'événement. Pour revenir un peu au tête de l'exécutif, vous pensez que la rivalité entre le président et son Premier ministre, est-ce que ça ne va pas se perpétuer au fil des ans? Est-ce que c'est pas quelque chose qui va être en permanente? Est-ce qu'il y aura toujours une rivalité entre le président et le Premier ministre dans la configuration actuelle des choses? Et donc là, nous, on est parti pour le Premier ministre. Il sera là aussi pour 5 ans. C'est tel que se présentent les choses. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, oui, la rivalité, elle peut être là. Bon, ce qui peut expliquer la situation actuelle. Ensuite, bon... il n'est pas dit que le Premier ministre reste 5 ans. Donc il peut y avoir effectivement aucune motion de censure qui soit votée à son encontre, donc ce qui conduira donc effectivement à sa démission. Et on sera donc dans la même procédure de nomination du Premier ministre. Donc maintenant, il faut voir effectivement quelle est la fidélité et la force des alliances qui vont exister au sein de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pensez que le président sera tôt ou tard obligé de retoucher la Constitution et changer les dispositions pour qu'il ait plus de marge de manœuvre? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est inévitable? Oui, je pense que ça pourrait être une bonne chose. Bon, la révision de la Constitution, elle ne peut être mise en œuvre que pour nécessité jugée impérieuse. Donc maintenant, il faut savoir ce qu'on entend par cette nécessité jugée impérieuse. Donc, dans ce cas, à la Haute Cour constitutionnelle de se prononcer sur la question pour qu'on puisse effectivement connaître donc, les conditions pour pouvoir retoucher la Constitution. Oui. Enfin, je voudrais revenir là-dessus. L'esprit de cette Constitution, c'était donc un régime semi-parlementaire. C'était pour ne pas que le président accapare trop de pouvoir. Bon, maintenant, l'équipe du président dit que le président doit avoir son mot à dire dans la nomination du Premier ministre. Carrément, l'idée d'une révision aussi de la Constitution pour lui permettre justement d'avoir plus son mot à dire carrément dans la gestion de l'administration, commence aussi à faire
faire son chemin. Je reviens sur ma question, est-ce que le système parlementaire ou semi-parlementaire, est-ce que c'est bon pour un pays comme Madagascar, ou est-ce que le mieux pour nous, c'est encore de rester dans le système présidentiel et puis d'assumer ça, pourquoi pas? Je pense que, bon, si on regarde l'histoire des constitutions à Madagascar, on a essayé différents types de régimes. Bon, maintenant, comme je reviens, c'est système présidentiel, semi-présidentiel ou semi-parlementaire. Est-ce que c'est bon pour Madagascar? Donc maintenant, c'est la pratique politique qui est là, qui fait que bon, le système fonctionne ou ne fonctionne pas. Donc il faut que chacun se cantonne effectivement dans son rôle tel que prévu par la Constitution. Donc la Constitution, effectivement, donc la règle qui organise l'État, qui régit donc le fonctionnement des différentes institutions. Malheureusement, on voit que la pratique diffère effectivement de ce qui est écrit dans le texte, et on invoque par rapport au président de la République celui-ci a un certain nombre de prérogatives. Mais voilà, on a un texte, il suffit de lire le texte et de l'appliquer. Et en cas de conflit d'interprétation ou on ne comprend pas un article, il y a une institution qui est en place, donc la Haute Cour constitutionnelle, que les chefs d'institution peuvent saisir. Donc on a vu, on pourrait effectivement se référer à l'épisode de la Troisième République dans sa première version, où le système parlementaire n'a pas fonctionné. Bon, il faut voir comment la Constitution a été établie, celle de 2010. On a eu, donc elle a été adoptée en 2010. On a eu un gouvernement d'union nationale à partir de 2011 à la signature de la feuille de route. Si l'ensemble des acteurs politiques n'étaient pas d'accord sur le texte, je pense que c'était le moment propice durant cette transition de réfléchir donc sur l'architecture constitutionnelle de l'État malgache et quel type de régime nous souhaitons à Madagascar. Est-ce qu'on veut un régime présidentiel, semi-présidentiel ou semi-parlementaire? Donc à l'heure actuelle, on voit effectivement que ça ne fonctionne pas. Et j'insiste là-dessus où si le président de la République avait des députés, un parti politique qui avait présenté donc effectivement des candidats, on n'aurait été pas dans cette situation à l'heure actuelle. Donc vous pensez que c'est plus la pratique qui fait que ça ne marche pas maintenant? Voilà, moi je pense que c'est plus la pratique. Bon, effectivement, la Constitution, il y a un certain nombre d'incohérences. Bon, la Constitution, si on regarde donc un certain nombre d'acteurs politiques ont jugé donc le référendum qui a approuvé la Constitution comme unilatéral. Bon, ça c'est une chose. Maintenant, nous sommes en 2014, elle a été adoptée, donc c'est la Constitution qui est en vigueur. Bon, elle a été mise en œuvre dans un souci de conservation du pouvoir. Donc on s'attendait à un certain scénario. Bon, ce scénario à l'heure actuelle, on voit qu'il ne fonctionne pas, où voilà, on voulait donc ce maintien du pouvoir du régime qui a mis en œuvre la Constitution. Donc aujourd'hui, on voit effectivement que malheureusement pour les personnes qui ont écrit cette Constitution, que cela ne fonctionne pas dans le sens qu'ils voudraient. Est-ce que vous pensez que le MAPAR, qui a la majorité, pas la majorité, le plus grand nombre de sièges à l'Assemblée, ont la capacité de nuire au président en ce moment? La capacité pas de nuire, mais de bousculer, de nuire au président, de préparer un empêchement, par exemple. Est-ce qu'ils ont un poids, ils peuvent avoir un poids? Non, ils sont jusqu'au renversement, carrément. Oui. Ils sont que 49 députés, donc maintenant on a le GPS, mais on ne sait plus, donc il y a 8 personnes qui végètent du MAPAR au PMP. Donc voilà, je pense qu'il sera difficile pour le MAPAR de pouvoir nuire, comme vous dites, au président de la République, éventuellement dans la mise en place du gouvernement, même de proposer une motion de censure. Donc c'est les 2 tiers, donc il faut 100 députés. Donc on est loin du compte. Donc maintenant, effectivement, on a... à l'heure actuelle, donc on a le PMP qui dit qu'ils ont 95. De l'autre côté, on ne sait plus les chiffres. Si on fait le calcul, on dépasse les 147 qui sont présents. Donc on a 30 personnes qui vont d'un côté ou d'un autre. Donc maintenant, ça illustre un peu malheureusement, espérant que quand l'Assemblée nationale aura sa session
ordinaire, et quand le gouvernement sera nommé, que ce genre de choses... Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous? Est-ce qu'il faut, à quel niveau on peut clarifier cette situation-là? Parce que c'est ça, en fait, la base des problèmes actuels, c'est cette mobilité des députés, c'est des changements de casquette du jour au lendemain. Comment aujourd'hui peut rattraper cette situation? Oui, clarifier carrément qui est majorité. Mais quand on a eu donc la session spéciale donc, qui suit les élections, donc on aura dû donc réfléchir sur le règlement intérieur, chose qui n'a pas été faite. Donc on a pris le règlement du Congrès de la transition. Donc c'est pourquoi au jour d'aujourd'hui on conteste les élections qui ont été organisées en son sein. Donc la première des choses aurait été de réfléchir sur le règlement intérieur, parce que c'est cela qui prévoit le mode de fonctionnement de l'institution. Donc une fois qu'on aurait réfléchi là-dessus, qu'on aurait été d'accord sur les groupes parlementaires, donc il aurait été beaucoup plus simple de pouvoir fonctionner. Et il y a également l'article 72 que j'avais cité qui interdit donc à un député de quitter donc, le groupe parlementaire au cours de la législature, ce qui aboutit donc à sa destitution. Donc effectivement, le texte, c'est décrit dans le texte, c'est là, mais on voit que ce n'est pas appliqué. C'est un des grands problèmes à Madagascar, si on regarde dans tous les domaines, la loi existe bel et bien, mais malheureusement on n'applique pas et on n'impose pas des sanctions dans le cas où on devrait le faire. Donc voilà, c'est cette pratique qui doit donc changer. Maintenant, réfléchir, est-ce que c'était une bonne chose de pouvoir permettre aux indépendants de pouvoir se présenter. Donc est-ce que c'est une bonne chose? Bon voilà, on voit qu'aujourd'hui, la monnaie d'échange, ceux qui vont peser dans la balance, et ceux qui pèsent effectivement dans la balance, ce sont les indépendants. Donc chacun essaie d'avoir les indépendants avec eux. Donc donc ça revient à l'idée de partis. Les partis politiques, il faut créer donc des partis politiques. Bon, on en a un nombre assez important, mais on voit que dans la réalité, donc ces partis ne fonctionnent pas réellement. Donc c'est cette professionnalisation également, j'insiste là-dessus, des partis politiques qui est importante, et que nos élus soient effectivement des hommes, et bien entendu donc des femmes politiques qui ont exercé différents mandats au sein de la société. Donc c'est ce devoir qui doit avoir ensuite de redevabilité et qui sont à ce poste pour telle et telle raison. Est-ce que vous pensez que s'il y a révision de constitution, il y a cette possibilité donnée aux indépendants ou à des gens sans appartenance politique, soit carrément de se présenter aux élections, soit carrément enlevé de la Constitution? Est-ce que vous pensez que ça serait une bonne chose? Pour moi, je pense que oui, il faut qu'on, voilà, dans cette idée de professionnalisation, donc dans le code électoral, dans la loi fondamentale, donc permettre donc à limiter aux partis politiques la participation aux élections, permettrait quelque part d'éviter ce genre de transhumance, pour éviter qu'effectivement on assiste à ce qu'on appelait cette majorité à géométrie variable et qu'on évite d'avoir cette instabilité qui aboutit effectivement à la stabilité du gouvernement. Oui, vous avez parlé de la révision de la Constitution. Est-ce que la dissolution de l'Assemblée actuelle, de l'Assemblée nationale actuelle, pourrait aussi être perçue comme une alternative au président qui pourrait lui donner une plus grande marge de manœuvre? Donc le temps peut-être pour lui de se constituer Oui, c'est une possibilité. Et bon, d'après l'article 60, il peut donc dissoudre l'Assemblée nationale, mais après consultation du Premier ministre et des présidents des deux chambres. Donc on n'a pas de Premier ministre, on n'a pas on a le président que de l'Assemblée nationale. Afin que ces derniers puissent, donc on va organiser les élections dans 60. Là, je pense que le MAPAR s'érigera vraiment en opposant. Et il y a une possibilité pour ce parti qu'il puisse remporter encore plus de sièges. On voit les moyens dont dispose ce groupement de partis politiques, qui n'est pas le même que ce dont disposent, il me semble, donc, les partisans du président. Vous pensez que même si le président dissout l'Assemblée nationale dans les prochains mois, il risque encore de ne pas avoir suffisamment
de députés au sein de l'Assemblée pour pouvoir... Ça va l'affaiblir davantage. Oui, et surtout que l'élection a eu il n'y a pas longtemps, je pense qu'un certain nombre de candidats ne seraient pas très en faveur d'une telle dissolution et lui feront comprendre que ce n'est pas une bonne chose de procéder de la sorte. Vu les sommes qui ont été engagées, combien de personnes seraient disposées, partantes à une nouvelle élection? Bon, après, il est vrai que cela revient de la seule décision du président de la République, mais il faut garder donc à l'oreille qu'il y a cette possibilité, effectivement, où bon, on ne pensait pas que le MAPAR allait remporter autant de sièges, mais on voit effectivement qu'on est face à ce scénario. Donc là, je pense que c'est une menace pour le camp du président, donc à considérer. Donc, vous pensez qu'il va avoir un mandat difficile, le président, tel que se présentent les choses? Oui, le mandat sera difficile, même s'il avait une certaine majorité, une certaine stabilité. Bon, on peut avoir d'un point de vue, on le voit d'un point de vue politique, d'un point de vue économique, ce n'est pas un mandat qui sera facile pour ce dernier. Même si c'était M. Robinson qui avait été élu, ça aurait été difficile également pour ce dernier. Oui, mais là, c'est plutôt l'aspect politique. Bon, on sait que économiquement, ça va être difficile, sur le plan social, ça va être difficile, mais sur le plan politique, donc ça aussi, ça va être difficile. Ce sera une autre difficulté à gérer aussi pour le président. Oui, la difficulté, elle commence à l'heure actuelle avec cette nomination du Premier ministre. Donc, pour se défaire, je pense, de la pression des deux camps, il faudrait qu'il nomme effectivement une personnalité qui soit neutre et qui soit affiliée à aucun de ces camps, mais effectivement, quelle est cette personnalité? Donc, quelle est cette personnalité? Et pour qu'il ne soit pas redevable envers l'un des deux camps. Et donc là, c'est des questions d'entente entre ces deux camps pour qu'ils puissent proposer une personnalité qui convienne à ces derniers. Est-ce que vous pensez que le président a fait une erreur de s'être mis en froid contre le MAPAR? Pourquoi il n'a pas décidé de s'allier avec sa famille politique, j'allais dire naturelle? Pourquoi il avait ce besoin, d'après vous, de s'être mis à l'écart du MAPAR? De prendre un peu ses distances par rapport est-ce que c'est pas une erreur? Est-ce que c'était pas trop tôt une erreur qu'il se soit mis en froid au MAPAR maintenant? Oui, je pense que c'est effectivement trop tôt. Il aurait pu attendre quelque temps, nommer un Premier ministre pour un certain temps et procéder par la suite à un changement. Mais bon, on voit que le changement de Premier ministre n'est pas une chose assez facile tel que prévu par la Constitution. Donc maintenant, on voit dans son discours d'investiture. Donc il a demandé à sa famille politique de le laisser libre de pouvoir donc aller vers les autres, vers l'opposition. Et on est toujours dans cette idée, donc il veut mettre en place un gouvernement d'union nationale. On est quelque part dans la continuité de la transition. Mais on a ce souci au niveau de la société malgache en elle-même. Et aussi des bailleurs de fonds qu'il ne faut pas oublier. Il faut de nouvelles têtes. Donc il faut de nouvelles têtes au sein donc, de l'exécutif. Donc pour changer les pratiques de gouvernement, les pratiques de gouvernance, parce qu'on voit effectivement que la transition n'a pas été réputée pour sa bonne gouvernance. Donc c'est plutôt dans cet esprit essayer de... Il peut apporter le changement, donc le slogan il n'avait pas le choix, selon vous. Il était obligé de prendre sa distance par rapport à MAPAR. C'était inévitable. Mais si on dit qu'on est le président de l'ère nouvelle, je pense qu'il faut prendre un certain nombre de mesures qui puissent montrer qu'on va dans cette direction. Donc voilà, donc c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il prend un certain nombre de décisions qui pourraient indiquer qu'il essaie de rompre avec son lignée naturelle. Oui, mais est-ce qu'il n'aurait pas pu, par exemple, enfin, justement, par rapport à ses premières décisions, prendre ses distances par rapport juste à certaines personnalités, mais rester quand même allié avec le MAPAR, discuter avec le MAPAR, parce que l'impression qu'on a, c'est que lui, il s'est tout de suite mis à dos
l'ensemble du groupement politique. Est-ce qu'il n'aurait pas d'abord dû faire ça? Donc parler avec le MAPAR et s'entendre, voilà, par exemple, je ne sais pas moi, la liste des personnalités que les bailleurs de fonds, la communauté internationale ne veut absolument pas voir dans les futures institutions, mais est-ce qu'il y aurait d'autres personnalités soutenues toujours par le MAPAR, mais qui, cette fois-ci, on pourrait mettre en avant et qui n'avaient pas, disons, entre guillemets, traîné des casseroles sous la transition? Bon, je pense qu'on est dans ce scénario, donc bon, il s'est mis à dos ce qu'on peut entendre ici et là. Quand on parle de la plateforme pour la majorité présidentielle, donc il est indiqué, certains indiquent que le MAPAR fait également partie. Donc là, on ne comprend pas, donc tout le monde est, Oui. tout le monde est proche du président. Le fait d'avoir proposé Hadj Ressamp, le président de la transition lui-même a refusé. Moi, je vois cela comme un moyen de pouvoir négocier un certain nombre de choses. D'accord, vous refusez qu'on nomme la personne que nous avons choisie en tant que MAPAR. Donc maintenant, on va imposer un certain nombre de personnalités et de ministères pour occuper un certain nombre de postes. Donc là, je pense que c'est plutôt voilà, pour permettre au président de la République de nommer lui-même, de choisir la personne qu'il voudra avoir comme Premier ministre. Parce que si cette personne est trop liée à l'ancien président, on pourrait se demander donc la fidélité à quelle personne il va plutôt, comment dire, il sera redevable. Malheureusement, on est plutôt redevable envers la personne qui nous a nommés plutôt qu'envers l'institution et les citoyens. Donc il faut plutôt qu'il nomme une personne qu'il choisisse lui-même, mais présentée effectivement par le MAPAR ou la majorité qu'on va, pour l'instant on ne sait pas laquelle. Ce sera pour lui un moyen plus simple de pouvoir gouverner. Vous pensez que les conditions sont remplies maintenant, donc qu'on aura un Premier ministre bientôt? Vous pensez que les conditions sont réunies? Pour l'instant, il faut que l'ensemble y présente une liste. On entend des noms ici et là, des personnes qui auraient, donc, comme vous dites, un peu moins de casseroles, qui seraient ici issues du MAPAR. Mais bon, voilà, maintenant, comme je l'ai indiqué, le dernier mot appartient au président de la République. Donc, si on revient à l'Assemblée nationale, donc la question de majorité relative ou absolue, bon, elle a été écartée au profit de la majorité relative. Donc, on pourrait dire, bon, les conditions sont remplies, donc, mais d'un point de vue politique, c'est ça le plus important. Donc, on a toutes ces négociations qui se font à l'heure actuelle sur la personne ou les personnes qui pourraient occuper ce poste. Est-ce que vous pensez, les élections, on a toujours présenté les élections comme la voie qui conduirait Madagascar à sortir de la crise. Est-ce que vous pensez que ces élections-là ont réellement sorti le pays de la crise, ou est-ce qu'elles ont plutôt créé une autre... elles sont plutôt en train de créer une autre crise? Bon, les élections, bon, à mon avis, c'était une bonne chose pour pouvoir mettre un terme à la transition et pour permettre aux citoyens malgaches de choisir leurs dirigeants. Donc de ce point de vue-là, c'était une bonne chose. Bon, bien sûr, l'élection parfaite n'existe pas. On voit qu'il y a eu un certain nombre d'irrégularités ici et là. On voit pour l'instant qu'on est dans une... Bon, l'élection, la crise, le post-électoral se passe plutôt bien. On n'a pas eu de descente dans les rues, de constatation à grande échelle, et le climat politique, on peut... si on compare avec d'autres pays du continent africain, on est dans une situation donc, qui est tout à fait donc, apaisée. Donc maintenant, on a effectivement cette course au poste qui pose un problème. Donc maintenant, c'est l'entente entre les partis politiques et les hommes politiques qui permettra d'apaiser cette situation. Donc on sait que le président de la République veut d'abord qu'on ait un apaisement politique pour qu'on puisse effectivement procéder à la nomination du gouvernement. Mais bon, combien de temps ce gouvernement va prendre? C'est là la grande question. Donc pour ne pas déboucher sur une nouvelle crise, il faudrait nommer un gouvernement qui puisse avoir l'ensemble des tendances. Mais la population, les citoyens vont se poser la question, mais quel est le changement par rapport
justement. Avant 2013 et après. Donc on aurait les mêmes têtes à la tête de l'État. Oui, parce qu'on aura les mêmes têtes, les mêmes partis politiques qui vont se retrouver et on n'aura même pas d'opposition. Et vous-même, justement, en tant que spécialiste des sciences politiques, vous avez votre profil de Premier ministre. Est-ce que vous avez une préférence parmi les noms qui sont circulés? Non, je n'ai pas de préférence ni de profil. Bon, voilà, bien entendu, comme tout le monde, je prendrais qu'une personne qui ait l'adhésion de chacun et qu'une personnalité, à mon sens, qui soit au-dessus de la mêlée, qui ne soit redevable à aucun des camps et qui sera en place pour un certain nombre de temps, qui puisse effectivement mettre en œuvre un certain nombre de chantiers, parce que bon, voilà, le temps est assez vous pencheriez plutôt vers un militaire, un universitaire, un pur politicien ou un Premier ministre importé, je ne sais pas, quelle serait votre tendance? Comment vous voyez les choses? Bon, je dirais un militaire. Bon, cela irait en contradiction un peu avec les recherches que je fais. Bon, où il faut séparer effectivement le militaire du politique. Bon, on voit que le secrétaire général de la présidence est un militaire, donc un général. Et un militaire, pourquoi? Parce que bon, il est neutre, il n'appartient à aucun parti politique, et ça permettrait de restaurer donc la sécurité et qu'il soit au-dessus donc comme je le disais, de cette mêlée. Et qu'on n'ait pas donc quelqu'un qui soit du PMP ou du MAPA. Donc dans ce sens, donc voilà, un militaire pour un certain nombre de temps et par la suite pour qu'on puisse trouver un moyen de pouvoir changer de Premier ministre. Oui, mais est-ce que vous pensez que peut-être que de votre point de vue et dans la réalité, un militaire, effectivement, de par sa neutralité, mais est-ce que vous ne pensez pas que l'opinion qui a déjà eu une certaine opinion, justement, des forces armées durant la transition, est-ce qu'elle va comprendre ça? Non, et oui, aussi oui. Les bailleurs de fonds de Madagascar qui ont toujours cette crainte de voir le pouvoir politique se militariser. Oui, il peut y avoir cette crainte, et puis la perception des militaires au niveau de la société est négative. On voit le rôle qu'ils ont joué durant la transition. C'est eux qui ont permis donc, au régime de transition, donc, qui est issu d'un coup d'État, de pouvoir être en place. Donc nommer un militaire, mais le militaire, dans tous les cas, il faudra que Madagascar fasse la réflexion sur une réforme du secteur de la sécurité, donc qui est une chose totalement importante pour Madagascar. Et si on regarde l'ensemble des candidats à la présidentielle, très peu ont évoqué cela dans leur programme. Donc nommer un militaire, cela pourrait aussi avoir la réticence de la communauté internationale, mais on voit effectivement qu'à l'heure actuelle, on est dans cette situation de blocage où on n'arrive pas à trouver quelqu'un de neutre au sein des deux camps, si je puis m'exprimer ainsi. Donc le militaire, le gendarme ou le policier serait, à mon sens, donc, une personne qui pourrait exercer cette position. Voilà, on dit oui. Oui. Parce qu'on voit qu'avant la passation, donc, le président de la transition, M. Radziwiłł, a nommé 40 généraux. Donc il dispose d'un certain poids au sein de cette institution. Donc durant sa transition, il a choyé ces militaires. Donc on voit également que le président de la République, en tant que chef suprême des armées, donc, veut affirmer son autorité sur cette dernière. Donc il peut y avoir une alliance entre ces derniers, de proposer donc un militaire. Donc les militaires, les forces de sécurité ont déjà indiqué que, bien sûr, donc, ils sont du côté de l'État. Donc ils sont toujours, ils sont avec le président et on n'a pas à craindre j'espère qu'il y a un nouveau coup d'État à Madagascar. Justement, une récente étude faite par des Américains parlait de l'éventualité d'un coup d'État. Est-ce que c'est effectivement une étude qui est fondée? Est-ce qu'un coup d'État reste possible à Madagascar et comment est-ce que le pays pourrait justement éviter ça? Oui, d'après l'étude, Madagascar est l'un des pays où le coup d'État pourrait se produire dans les années qui viennent. Pour éviter de produire cela,
voilà, on voit les différentes mesures que le président de la République a entreprises quand il était allé à l'UCB, donc il a donné un certain nombre de matériel à ces derniers. Il y a eu la remise des drapeaux aux nouveaux généraux, donc qui fait suite à une cérémonie que ces derniers ont fait en l'honneur du président de la transition, et il a rencontré les militaires dernièrement. Donc les tensions étaient palpables peu après sa cérémonie d'investiture, où on entendait ici et là les forces de sécurité indiquer que le président ne refusait de les recevoir. Donc là, on voit que par ces contacts et ces réunions organisées, il affirme, comme je le disais tout à l'heure, donc son autorité, et c'est en allant dans cette direction que on pourra donc, il pourra plutôt essayer d'amoindrir donc cette possibilité et d'avoir donc les forces de sécurité de son côté. Mais est-ce que les forces armées elles-mêmes, est-ce qu'elles sont suffisamment solidaires, est-ce qu'elles sont suffisamment unies pour se mettre d'accord, par exemple, sur un Premier ministre qui serait issu de leur rang? Mais pas de se dire après, de se sentir après frustré parce qu'un tel est Premier ministre, donc il va favoriser, je ne sais pas, son corps, sa promotion plutôt que les autres. Est-ce qu'elles sont suffisamment unies pour ça? Non, on peut dire qu'il y a une unité dans l'institution militaire, c'est comme les partis politiques où il n'y a pas d'unité. Donc chacun effectivement est là pour mettre en avant ses intérêts, mais le fait d'avoir un militaire, je pense que... Bon, je ne parlais pas de militaire, donc je parlais plutôt de forces de sécurité, dans le sens où donc, on a cette institution militaire qui est composée donc de la gendarmerie, de l'armée et de la police. Donc le fait d'avoir une personne issue des rangs de ces dernières pour être vu pour une bonne chose pour les forces de sécurité. Mais ensuite, c'est les mesures qu'on va entreprendre. On voit, donc il ne faut pas, effectivement, comme ça a été fait sous le mandat de M. Ravaloman, où il a, dans le souci d'avoir moins de... Comment dire? Il a promu des colonels et il a conduit à la retraite d'un certain nombre de généraux. Donc ça a été mal perçu par les militaires. Donc c'est vrai que c'est une institution qu'il faut choyer. Donc est-ce une bonne chose? Donc c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de cette réflexion sur les forces de sécurité et de ce besoin de réforme du système de la sécurité. Donc adapter cela au contexte malgache. Et, donc cela est important. Cela permettra donc à ces dernières de ne pas donc vouloir fomenter un coup d'État. Donc après l'ensemble des gradés que nous avons, si on regarde Madagascar, son administration, comment est-ce que l'État est constitué, on a un certain nombre de membres des forces armées au sein de l'institution. Donc je pense que ces derniers verraient d'un bon œil qu'un des leurs puisse être nommé au poste de Premier ministre. Un militaire ou un gendarme ou un policier au poste de Premier ministre, mais pour les autres postes, est-ce que vous voyez aussi d'autres gradés des forces de sécurité où le Premier ministre et ça suffit? Non, on voit que les postes de la défense, tout ce qui concerne la défense et la sécurité sont occupés par les militaires, donc, sauf monsieur le président Ravaloman avait nommé donc une femme et une civile donc à la tête du ministère de la Défense. Cela a été mal perçu dans les rangs de ces derniers. Et comme j'évoquais, donc cette réforme du secteur de la sécurité est importante et ne pourrait être le fait que d'un militaire. Parce que, bon, voilà, ces derniers seront mis en œuvre par un des leurs, donc ce sera que de cette manière qu'on pourra mettre cela en place. Merci, Monsieur Jouvence Ramas, pour les réponses que vous nous avez apportées aujourd'hui. Merci à Maëf d'avoir animé avec moi cette émission. Misaotra ihany koa anareo mpanaraka ny fandaharana niaraka taminay tao anatin'izay adiny iray latsaka kely izay. Misaotra ny teknisian'ny RTA nampita ny sary sy ny feo tany atokantrantsika tany. Manome fotoana anareo indray amin'ny herin'ny anio toy izao. Mandra-piaona tompoko.